Il est 8h15 et nous sommes avec Geoffroy Roux de Bézieux, le président du BNF, qui nous accueille sur la REF. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. On va évidemment parler de plein de choses, notamment la réforme sociale de la rentrée, la réforme de l'assurance chômage, indemniser moins longtemps, indemniser moins si la conjoncture est bonne, si on est proche du plein emploi et qu'il n'y a pas de raison, selon vous, de rester au chômage. C'est ça l'idée qui doit inspirer cette réforme qui a été annoncée hier par la Première ministre Elisabeth Borne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un système d'assurance chômage qui est assez ancien en France, qui est de 58, et qui, dans un certain nombre de cas, n'incite pas, quand le marché de l'emploi est favorable, à reprendre un emploi, parce que tout simplement, il y a des cas, et c'est pas stigmatiser les chômeurs que de dire ça, où ne pas travailler, ou travailler en alternance avec des périodes de non-travail, est plus intéressant financièrement quand on a fait son compte complet, notamment en prenant le coût d'aller travailler, prendre sa voiture pour aller travailler, que de ne pas travailler. Et donc oui, on pousse le gouvernement qui a l'air d'être d'accord pour faire une réforme qui s'inspire de ce qui se passe dans d'autres pays, notamment le Canada, où la durée d'indemnisation peut varier en fonction du nombre d'emplois disponibles. Je pense que tout le monde peut comprendre que quand il y a beaucoup d'emplois disponibles, ce qui est le cas en ce moment, on le voit bien, tout le monde n'arrive pas à recruter, les chômeurs sont indemnisés moins longtemps. Vous poussez le gouvernement qui a aussi l'air d'être d'accord à ne pas discuter avec les partenaires sociaux, à avancer. Moi, je crois qu'on allait changer de méthode. Pas tout à fait discuter. Il y a deux manières de faire. Soit ils concertent, c'est-à-dire qu'ils consultent l'ensemble des partenaires sociaux, puis après ils prennent leurs décisions. Soit ils ouvrent une négociation et c'est à nous de mettre d'accord. Or, on sait déjà, puisqu'on a fait l'expérience il y a 2 ans, on a eu des discussions, qu'on n'a pas le même diagnostic, notamment, il faut le dire, avec la CFDT. Et donc, on n'arrivera pas à conclure sur ce sujet-là. Sur la gouvernance, c'est un peu différent, mais sur l'indemnisation, on n'est pas d'accord. Donc, ça sert à rien de mettre les partenaires sociaux dans une impasse pendant 3 mois. Mais vous allez enflammer le débat social. Je pense pas qu'on enflamme le débat social. Je pense que Laurent Berger, enfin, je le laisserai répondre, mais fait le même diagnostic. On est capable de se mettre d'accord sur le télétravail, on a été capable de se mettre d'accord sur Agir Carco, on a été capable de se mettre d'accord sur la santé au travail. On sera capable, je pense, à la fin du mois, de se mettre d'accord sur une réforme de la formation. Donc, le dialogue social, il fonctionne, mais ça sert à rien de mettre les gens dans une impasse quand on n'est pas d'accord. Il y a 2 sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, les retraites et l'assurance chômage. Donc, mettons pas les gens dans un corner. Mais c'est quand même curieux de dire, quand on est d'accord, on discute, et quand on n'est pas d'accord, on discute pas. C'est pas ça. C'est quand on a une chance de trouver un accord, on discute. Mais quand on sait à l'avance que les positions sont diamétralement opposées, ça sert à rien de faire semblant d'ouvrir une négociation. Si vous voulez, comme dans toute discussion, on sait si on a une chance d'atterrir ou pas. Donc en fait, ça veut dire, je vois Roux de Bézieux, que vous savez qu'on ne peut pas avoir un accord sur la réforme de l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. Donc vous passez la main à l'État, c'est un peu le reproche que vous faisiez tout à l'heure, Jean-Marc Daniel. Oui, je pense que dans cette affaire, il y a 2 choses. Il y a une affaire sur le fond, c'est-à-dire est-ce qu'il faut moduler les indemnités de retraite, les indemnités de chômage en fonction de la situation du marché de l'emploi. Donc vous êtes d'accord? Pas vraiment, non. Parce qu'il y a des travaux, notamment de Christopher Pissarides, qui expliquent bien qu'il y a 2 enjeux dans un système d'assurance chômage. Il y a l'enjeu du revenu que l'on garantit aux gens qui sont au chômage, et ça, je crois qu'il ne faut pas y toucher. Et il y a l'incitation que l'on donne à retrouver un travail. Et ça, c'est plutôt sur la durée qu'il faut jouer, plutôt que sur la durée qu'on va jouer. Oui, absolument. Il faut jouer sur la durée, pas sur les montants. Non, enfin, en tout cas, ce qu'on propose nous, attendez, je ne sais pas ce qui va sortir, mais en tout cas, la proposition qu'on fait nous, c'est de dire, on est indemnisé plus longtemps quand le marché du travail est difficile, quand il n'y a pas d'emploi, enfin pas d'emploi, jamais pas d'emploi, mais plus peu que 24 mois éventuellement. On n'est pas dans le, vous voyez, on n'est pas et dans l'autre sens, quand le marché du travail est plus facile, on réduit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, entre parenthèses, puisque, je ne sais pas si vous avez la précédente réforme qui est entrée en vigueur il y a quelques mois, il fallait autrefois, il y a quelques années, 4 mois de cotisation pour 4 mois d'indemnisation. On est passé de 6 mois de cotisation à 6 mois d'indemnisation. Donc, c'est ce type de réforme qu'on pousse. Il ne s'agit pas de réduire, notamment pour les plus bas revenus, ce qu'on appelle le SJR, donc l'indemnisation journalière. Oui, non, donc, pour conclure un peu, je pense que moi, il faut maintenir une indemnisation journalière. Et donc là, ça rejoint ce qu'on vient de dire, ce que vient de dire Geoffroy. Et puis, il faut fixer une borne 14 mois qui consiste à dire aux gens, c'est le temps qu'on vous laisse pour trouver un emploi en conformité avec vos compétences. Parce que la pire chose que l'on puisse faire dans un système, c'est aussi d'inciter les gens à prendre un travail qui n'est pas en conformité avec leurs compétences. Et le deuxième constat que je fais, c'est que c'est un des derniers lieux du paritarisme. Et là, d'une certaine façon, le patronat passe la main à l'État. Et donc, la question est de savoir du paritarisme, mais attendez, soyons réalistes. L'État contrôle l'assurance chômage depuis 10 ans.
il a nationalisé en faisant la fusion Pôle emploi, enfin ANPE à l'époque, Unédic, il a de facto nationalisé le système. C'est lui qui décide du budget, c'est lui qui a la majorité des voix au conseil d'administration, c'est lui qui fixe l'impôt qui finance, enfin le prélèvement qui finance Pôle emploi, et les salariés ne cotisent plus. Donc ouais. Les lieux de paritarisme, il y en a énormément. Il y a Action Logement, il y a Agir Carco, il y a le sujet de la formation, il y a tous les instituts de protection sociale. Donc des endroits qui sont gérés, et Agir Carco est un très bon exemple, 60 milliards de réserves, c'est le seul régime de retraite qui fonctionne. Donc ne disons pas que c'est le seul lieu du paritarisme, il y en a plein. Celui-là n'est plus un lieu du paritarisme. Vous auriez eu raison, j'allais dire il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand c'était encore un vrai sujet. Là, au fond, la messe est dite en réalité. Allez-y. Oui, juste à ce moment-là, je pense qu'un des enjeux aussi pour les partenaires sociaux et notamment le MEDEF, c'est de dire que la sécurité sociale, l'Unédic, il y a une fiction paritaire et qu'il serait peut-être temps de remettre de l'ordre dans le système et de dire on se débarrasse de cette fiction. Faisons pas semblant de discuter. Mais voilà. je saisis la balle au bon. Oui, je pense qu'il y a une autre négociation qu'on doit engager sur l'assurance chômage, qui est celui de la gouvernance. Et là, je pense qu'on a de quoi discuter avec les syndicats réformistes pour sortir de la fiction ou de l'ambiguïté, pour en prendre un mot un peu plus neutre, qui est que on n'est plus en paritarisme. Ouais. On est dans un espèce de tripartisme parce que l'État est au milieu de la pièce. Enfin, il faut pas raconter n'importe quoi. Hein. Il y a plus, depuis 10 ans, 12 ans, enfin depuis la fusion ANPE-Unédic. Vous mettez vraiment très fort l'accent sur la réforme de l'assurance chômage à la REF ces 2 jours. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut faire actuellement avec le climat social qu'une seule réforme, qu'on ne peut pas en accepter une deuxième? Qu'est-ce qu'on fait de la réforme des retraites? On verra plus tard. Il faut faire la réforme des retraites. On a besoin de travail dans ce pays, on a besoin de quantité de travail. On a un problème de déficit du régime. Alors plus, je l'ai dit hier, dans le public que dans le privé, même si c'est masqué par un artifice comptable. Mais c'est une question de priorité, de calendrier. C'est-à-dire que si on doit faire cette réforme d'assurance chômage là, dans les semaines qui viennent, il y a un projet de loi qui va être porté, je crois, dans quelques semaines, il faut d'abord finir cette concertation avant de passer à la concertation sur la retraite. Donc, contrairement à ce que j'ai lu dans un quotidien ce matin, on met pas le pied sur le frein sur les retraites. On fait juste les choses dans l'ordre. Parce que, en plus, vous le savez, il y a une majorité relative au Parlement. Donc il me semble qu'il faut faire les choses dans l'ordre et que la réforme qui aura le plus d'impact immédiat sur l'économie, qui créera de la quantité de travail, donc de la richesse, c'est celle de l'assurance chômage. Un mot encore sur les retraites avant de passer à l'énergie. l'Agir Arco dont vous parliez a décidé de ne pas augmenter les retraites avant l'été comme l'a fait le gouvernement pour le régime général. Pourtant vous venez de nous dire qu'il y a 60 milliards dans les caisses. Alors d'abord, il y a ces 60 milliards, c'est l'année de réserve dont on a besoin. Mais l'Agir Carco, c'est pas facile à dire. Hein, Agir Carco, ça y est, je l'ai. Agir Carco revoit ses pensions tous les ans au mois de novembre. Ouais. Alors, on essaie de se tenir à une discipline budgétaire, contrairement effectivement, vous l'avez dit, à l'État. Donc, on a rendez-vous le 1er novembre. Je crois que le conseil d'administration est fin octobre. Il y aura une révision. Il y a un système un peu, une formule de calcul qui dépend de l'inflation. Je peux pas vous dire aujourd'hui combien ça sera, parce que, mais ça sera forcément significatif puisqu'il y a une inflation. Je ne veux pas donner de chiffres parce qu'il y a, d'abord, je ne veux pas voler les prérogatives du conseil d'administration qui se réunira. Et là, le paritarisme fonctionne. Ouais. Et il a toujours fonctionné. Et encore une fois, c'est le régime le mieux géré. Le gros dossier, c'est l'énergie. Ici, on n'entend que ça, des inquiétudes de patrons. On était tout à l'heure avec Jean-Philippe André, le président de l'ANIA, qui nous disait que parmi ses adhérents, il y en a qui clairement se demandent s'ils ne vont pas devoir arrêter car les coûts sont trop élevés. Est-ce que vous y voyez un tout petit peu clair, mais à quelques semaines même? Non, d'abord, oui, il y a beaucoup de secteurs pour lesquels c'est une question de survie. Quand l'énergie pèse 15, 20, 25% des prix d'envie, à 1 000 € le mégawattheure sur le marché spot, ça n'a plus aucun sens. Ce prix est un prix de pure spéculation. On avait l'exemple d'un patron qui a dû renégocier son contrat pour 2023. Il est passé de 3 millions d'euros de facture d'énergie à 14 millions pour l'an prochain. Non, mais je suis pas surpris puisque les contrats à terme par construction arrivent à terme, c'est même la notion. Et donc là, on a une situation extrêmement compliqué pour beaucoup de patrons, mais ça concerne presque tout le monde. Hein. Vous voyez, la distribution, on pourrait penser que la grande distribution n'est pas concernée par si, c'est un tiers de leur marge. Donc, il y a urgence à agir. On demandait, nous, depuis, comme Bruno Le Maire, il faut le dire, depuis maintenant 6 mois, qu'on change ce qu'on appelle le market design, donc ce système de fixation des prix du marché électrique européen qui fait que c'est le dernier
coût marginal. Kilowattheure produit avec du gaz. Alléluia, qui fonctionne. Ça y est. Alors, oui, Madame von der Leyen, pardon, je le dire, je me méfie un peu parce qu'elle fait plusieurs fois qu'elle fait des déclarations. Ce qu'elle l'a dit hier soir. Hein. Je sais, elle l'a dit hier soir. Écoutez, si ça peut être suivi des faits, il faut aller très vite. On a quand même un sujet. Alors, on a un sujet de compétitivité entre le reste du monde et l'Europe, mais aussi au sein de l'Europe, parce que de manière assez curieuse, l'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation qui leur permet, et ça, c'est quand même un énorme problème. On nous a expliqué pendant des mois qu'on pouvait pas rien faire parce qu'il y avait l'Europe, et là, on apprend que l'Espagne avait des prix discount. Et ça pose quand même un problème dans certaines industries, enfin dans beaucoup d'industries, mais en particulier dans le textile. Il y a urgence à ce prix-là. Il y a des usines qui vont devoir fermer. Enfin, s'arrêter en tout cas temporairement, et très clairement il y a des activités économiques qui sont pas bien, et c'est vraiment notre principal souci de préoccupation. On va quand même vers deux types d'entreprises, celles qui arrivent à répercuter les coûts sur les prix et celles qui n'y arrivent pas. Deux ambiances totalement différentes. Nous ici on a un entrepreneur sur deux qui est déprimé et l'autre qui dit j'ai fait une super année. Alors j'ai fait une super année, il y en a beaucoup qui ont fait une super année, mais ça c'est le rétroviseur. Quand on regarde devant, il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, ce qui m'a frappé dans le tour d'horizon qu'on a fait des fédérations dimanche soir, c'est cette idée que pour le moment, ça va, à part effectivement les gens qui sont très impactés par l'énergie ou quelques cas particuliers de secteurs comme l'automobile. Mais si je regarde au-delà de 3 mois, et notamment l'année 2003, énormément d'incertitudes sur comment va se dérouler l'année après le carnet de commandes. On rentre dans les périodes budgétaires dans beaucoup d'entreprises, enfin la période où on fait les budgets 2023. Et là, c'est toujours difficile comme exercice, mais là, très clairement, c'est l'incertitude qui domine. Bon, dites-moi quand même, Geoffroy Roux de Bézieux, entre l'annonce de la réforme de l'assurance chômage, la confirmation de la suppression de l'impôt de production de 7 milliards d'euros, la CVAE, c'était un peu Noël hier avec Elisabeth Borne. Oh, Noël, je sais pas. Vous savez, d'abord, pardon, j'aime pas cette expression parce que ça renvoie à cette fameuse expression journalistique de cadeaux aux entreprises. Vous savez, les cadeaux aux entreprises, entre guillemets, qu'on a fait depuis maintenant 5 ans, qu'on fait une politique de l'offre, ou 7 ans, ils se retrouvent pour les Français dans des emplois en plus, du pouvoir d'achat en plus, de la richesse en plus. Donc c'est au fond des cadeaux aux Français qu'on a fait. Non, je crois que c'est simplement la confirmation de ce qu'on demandait, c'est-à-dire ne pas changer de cap. On a le taux d'emploi le plus élevé depuis 1975. Donc, la France, c'est pas un paradis économique, mais on s'en tire aujourd'hui mieux que les autres. Regardez ce qui passe en Grande-Bretagne. Alors, Grande-Bretagne, ils payent tout à la fois. Donc, il y a un peu la multiplication des ennuis. Je me réjouis pas des ennuis de la Grande-Bretagne, même si je suis rugbyman. Mais quand même, ce cap qui a été suivi et qui a l'air d'être tenu, donc avec baisse des impôts de production d'un côté, et effectivement, cette idée que c'est en aidant les entreprises, en mettant des entreprises en situation de compétitivité qu'on aide finalement le pays. Je me réjouis que ce soit le cap qui était tenu par Mme Borne hier. Un mot des salaires. Elisabeth Borne a redit hier, si vous augmentez les salaires, si vous baissez les prix, il n'y aura pas de taxe sur les super profits. Mais est-ce que vous êtes pour, vous, cette négociation permanente dans les entreprises, ou vous pensez qu'il faut rester à l'idée d'une fois par an ? C'est une question compliquée parce que ce qui est vrai, c'est que quand on n'a pas, notre génération de ne connaît pas l'inflation. Non, moi je l'ai jamais connu. Donc on sait pas, on n'a pas la pratique managériale au fond de qu'est-ce qu'on fait quand il y a 5, 6, 7, 8% d'inflation. Est-ce qu'il faut faire une négo par an et au fond, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on est passé de 2 ou de 1 à 6 ou 7. Donc on a été surpris. Le SMIC qui augmente 3 fois dans l'année, ça pose un certain nombre de problèmes dans les entreprises. Donc je pense qu'on va s'adapter. On va s'adapter avec les syndicats. Entre parenthèses quand même, j'ai cité le chiffre hier, la masse salariale a augmenté de 11%. Alors, ça n'est pas les augmentations de salaire, puisque bien sûr, il y a un effet volume-valeur, c'est notamment grâce aux créations d'emplois aussi. Mais il y a des tensions, vous voyez les entreprises où il y a des tensions, mais globalement, on s'en est plutôt, avec les organisations syndicales, les représentants du personnel, plutôt bien tiré. On a ouvert le dialogue et il y a eu effectivement des entreprises où il y a eu des négociations. Il y aura des négociations à la rentrée, c'est sûr. Enfin, maintenant, parce que voilà, l'inflation, elle est ce qu'elle est. C'est votre dernière année à la tête du MEDEF. Mission accomplie. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour le prochain mandat ? Écoutez, on n'en est pas là. Ça finit en juillet 2023. Oui, mission accomplie, je le dirais, en juillet 2023 ou pas d'ailleurs. Donc avec la réforme de l'assurance chômage et un amorce de réforme des retraites ? Écoutez, on verra. Bon.
Jean-Marc, Juste deux remarques. La première remarque, moi j'ai connu l'inflation. Ouais, ah oui. Et nous étions augmentés tous les trimestres. Et la bonne nouvelle, c'est quand on a réussi à casser cette dynamique d'indexation systématique des salaires, la pire chose qui pourrait arriver, ce serait de revenir à des mécanismes d'indexation. Je crois que la négociation est préférable à l'indexation. Et puis je citerai une phrase de Jean-Baptiste C sur les cadeaux. Jean-Baptiste C disait « Arrêtez de prendre, ce n'est pas donner ». Et donc je pense que c'est pas un cadeau. Il faut toujours citer l'histoire pour et rendre de la Jean-Baptiste C, perspective. voilà, c'est toujours utile. Merci beaucoup Geoffroy de Roux de Bézieux d'avoir été avec nous. Excellente journée ici chez vous.